Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 mai 2021 et nous avons le plaisir de recevoir le ministre Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et ancien directeur général du COUD. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Mamadou Ibrahim. Le JDD, e-Radio, la première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn. Un ministre entre plusieurs fronts. Ainsi pourrait-on décrire la situation que vous vivez, n'est-ce pas? Les fronts sont en tout cas nombreux pour la tutelle des universités sénégalaises que vous êtes. Si ce ne sont pas les étudiants qui se plaignent, manifestent ou se bagarrent, ce sont les enseignants ou alors les personnels administratifs et techniques qui menacent d'aller en grève. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil universitaire sénégalais, me diriez-vous, mais force est de constater que les risques d'instabilité ne manquent pas dans les universités publiques sénégalaises. Tout récemment, le conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas hésité, à titre d'exemple, à demander la fermeture pure et simple du campus social suite à des violences entre étudiants qui ont fait un mois. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est-il sous pression? L'invité du JDD nous donnera des explications sur les dossiers brûlants qui sont sur sa table. Alors, monsieur le ministre, comment expliquez-vous cette atmosphère tendue dans nos universités aujourd'hui? Je vous remercie. Je vais faire une petite remarque. Ensuite, on va avancer dans le débat. Au moment où je parle là, il n'y a pas de grève dans l'espace universitaire sénégalais. Il n'y en a pas. Toutes les composantes de l'espace universitaire, cela veut dire le personnel enseignant et de recherche, les étudiants sont en train de faire fonctionner l'espace. Il n'y a pas de grève. Maintenant, on peut parler de tension au regard de ce que l'on a vécu la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Il y a eu des étudiants en master qui ont voulu en savoir net sur ce qui allait se passer dans la gestion des masters. Parce que comme nous l'avons vu, au mois de février, nous avons réuni les instances académiques de toutes les universités du Sénégal et nous avons réfléchi sur les masters. Pourquoi cette réflexion sur les masters? C'est parce que nous avons constaté que nous avions 25 000 étudiants en master 1 et 2 dans nos différentes institutions universitaires, avec 11 800 masters en première année et 13 200 en deuxième année. Master 1, Master 2. Master 1 et Master 2. Premier paradoxe, il y a beaucoup plus d'étudiants en Master 1 qu'en Master 2. Nous avions constaté aussi que tous les étudiants inscrits en Master, sur la base de des informations que nous avons reçues de la direction des bourses, tous les étudiants redoublaient aussi bien le Master 1 que le Master 2. Se posait un problème parce qu'on a dit que pour aller en Master, il fallait être sélectionné, il fallait être quelqu'un d'excellent. Parce que ce sont les critères d'excellence qui déterminent la sélection en Master. Et nous avons constaté que tout le monde redoublait. Et que la majeure partie des étudiants en Master faisaient 5 ans pour un cycle qui devait en faire 2. Et au bout de 5 ans, le nombre de masters qui sortaient avec le diplôme était très faible, autour de 20-25%. Nous payons des bourses à des étudiants pendant 5 ans pour faire un master et à l'arrivée, ils n'avaient pas de master 2. Pour l'essentiel parce qu'ils n'ont pas pu avoir un encadrement académique pour déposer leur mémoire. Qu'est-ce que vous voulez changer aujourd'hui? Non, nous ne voulons pas changer, nous voulons tout simplement revenir à l'orthodoxie. Définir, nous avons demandé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, depuis 1 an, nous avons demandé aux différentes universités, aux recteurs, de demander à leurs instances académiques, cela veut dire les départements et les facultés, de nous faire parvenir les critères
de sélection en Master 1, les critères de sélection en Master 1, les critères académiques, de nous préciser le nombre de professeurs qui encadraient dans chaque Master et de nous dire le nombre d'étudiants qui étaient choisis par Master. Une fois cela fait, si les conditions académiques étaient réunies, cela veut dire que les critères étaient des critères d'excellence et qu'il y avait un taux d'encadrement où les enseignants s'engageaient à encadrer normalement les étudiants pour qu'ils puissent faire leur master en 2 ans s'ils en ont les compétences. Où se situe le problème? Au niveau des étudiants ou au niveau des enseignants? Il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les étudiants revendiquent que tous les étudiants qui sont orientés en master puissent bénéficier de la bourse. C'est un problème étant entendu qu'il y a des étudiants qui ne sont pas sélectionnés sur la base de critères académiques, qui s'inscrivent dans des masters payants sur la base tout simplement de leur volonté et qui viennent demander et qui souvent obtiennent la bourse. Alors qu'au Sénégal, le dispositif d'attribution des bourses que nous avons est basé sur l'excellence, surtout en master. Il y a un problème à ce niveau. Il y a un autre problème aussi parce qu'il y a des étudiants qui sont inscrits en master et qui ne parviennent pas à être encadrés. Cela, c'est dans certaines facultés. Il ne faut pas globaliser. C'est au niveau des enseignants, alors. S'ils ne sont pas encadrés, ce n'est pas de leur faute. Oui, c'est au niveau des enseignants et aussi parce qu'il y a un laisser-aller qui fait qu'on n'a pas contrôlé. Parce qu'il y a même des problèmes que nous sommes en train de régler où il y a certains masters qui sont organisés par des enseignants. Ah ouais. Un enseignant se réveille, crée un master, l'organise et fait des sélections. Mais comme il y a un consensus qui était là, qui faisait que tous les étudiants inscrits en master bénéficiaient d'une bourse, normalement ça devrait être le cas pour les étudiants qui ont été sélectionnés de façon académique. Nous n'avons pas de problème à ce niveau-là, mais nous avons des difficultés de gestion parce qu'au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, par exemple, il n'y a pas une différenciation entre les étudiants payants et les étudiants qui ne payent pas. Mais pour poser le problème, vraiment le problème comme vous le soutenez, prenons par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop, il y a à peu près 40% des étudiants qui sont en fac de lettres. Nous n'avons pas de master payant, nous n'avons pas de problème avec les masters en faculté de lettres. Nous n'avons pas de problème avec les masters globalement à la faculté de sciences où on n'a que 2 masters payants. Mais là où on a des problèmes, c'est dans les autres facultés. La faculté de droit, la faculté de sciences économiques et la faculté de médecine. Oui. Ensuite, l'école supérieure polytechnique. Globalement, la majorité des masters, c'est des masters payants, organisés par des enseignants, donc qui reçoivent des étudiants qui payent. Prenons par exemple en médecine. Oui. Nous avons 28 masters payants, ouverts à des étudiants qui ont eu la bourse de la première année de médecine jusqu'à la thèse. Cela veut dire qu'ils ont eu 8 ans à 9 ans de bourse pour faire une thèse de doctorat. Ensuite, ils reviennent, ils payent pour faire un master professionnel. Et cet argent va dans la poche de qui? Non, pour la première à la 8e année en cursus normal, ça c'est des bourses. Oui, d'accord. On paye mais normalement. Vous dites qu'il y a des enseignants qui... Oui, mais ensuite, l'étudiant, il revient, il s'inscrit en master payant, et le master payant, l'étudiant bénéficie d'une bourse. D'accord. Alors qu'il a déjà obtenu une bourse, parce qu'on ne nous précise tout simplement pas que c'est un master payant. Il ne doit pas bénéficier de bourse. Oui. Dans la mesure où il fait un cours avec des professionnels. Je veux comprendre quel intérêt l'enseignant a à créer un master. Oui, il y a plusieurs intérêts. Les intérêts académiques sont réels. Oui. Il faudra les conserver. Et nous nous battons à ce que les intérêts académiques soient conservés. Parce que quand même, dans la carrière d'un enseignant, et par rapport aux besoins du Sénégal, en termes de formation de cadre, ces formations sont normales. Mais pas que. Oui, elles sont normales si c'est bien organisé. Si c'est bien organisé. Maintenant, au niveau de l'université, des universités, il y a la fonction de service. La fonction de service permet aux étudiants, de façon simpliste, aux étudiants d'avoir des formations payantes. Je disais qu'il y en a beaucoup à la faculté de médecine, il y en a beaucoup à l'ESP. Prenons le problème de l'ESP, parce que c'est un problème réel. Moi, je suis enseignant de l'ESP, ancien diplômé de l'ENSUD,
donc qui est devenu l'ESP. D'accord. Nous avons un établissement public où on a 600 étudiants qui sont dans la filière normale, la filière de sélection, école d'excellence, école d'ingénieurs d'excellence, où on organise une sélection, on recrute des DUT, on a 600, globalement 600. Mais à côté, il y a une formation permanente où on fait payer des étudiants, on fait payer 2000 à 3000 étudiants chaque année. C'est là que je veux comprendre. Monsieur le ministre, cet argent va dans la poche de qui? Je repose ma question. Il y a une répartition. Oui, très rapidement, en une fraction de seconde. Oui, 15% reviennent normalement à l'université. D'accord. Et le recteur ne reçoit pas ces 15%, ça je le dis. Oui. Une partie revient à la gestion en interne dans l'école, dans les écoles, autour de cette somme-là. D'accord. Et le reste revient aux enseignants qui font la formation. Ils vous diront qu'ils prennent en charge la formation. D'accord. Ils prennent en charge la formation initiale. Je leur ai dit que moi, non. Moi, le ministre de l'Enseignement supérieur, connaissant le système, je suis prêt à y orienter 3000 étudiants sur la base de critères académiques et de prendre en charge l'intégralité de leur formation et de donner les moyens suffisants. C'est ce que vous voulez changer. Oui, on veut changer le dispositif où on paye des bourses sans que l'on ne respecte les critères académique. Très bien. On ne va pas nous éterniser sur la question des masters parce qu'il y a d'autres questions qui nous attendent dans ce jury du dimanche. Mais monsieur le ministre, quand même 2 préavis de grève déposés par le Sud-Est le 20 avril et par le SAES le 27 avril. À l'expiration du délai d'1 mois, ces 2 syndicats peuvent partir en grève à tout moment. Mais c'est un dossier chaud sur votre table. Quelle réponse? Oui, vous savez, je respecte l'indépendance des syndicats. C'est eux qui déterminent leur démarche et c'est eux qui déterminent l'opportunité d'aller en grève ou non. Mais je précise tout simplement qu'il y a une pratique dans l'espace universitaire où à cette période-là, chaque année, moi depuis que je suis là, chaque année, à part une seule année, le SAES a toujours, j'ai été ancien membre du bureau national du SAES, le SAES dépose un préavis de grève et organise une conférence de presse pour expliquer. Cette année, ils ont déposé un préavis de grève, ils ont fait une conférence et ensuite ils m'ont envoyé le préavis de grève qui porte sur 4 points. Le Sud-Est aussi a une même démarche. Cette pratique de déposer des grèves appelle souvent à des négociations. Nous négocions avec eux. Si on tombe d'accord, ils détermineront s'ils doivent aller en grève ou non. Mais le dépôt d'un préavis de grève n'est pas toujours synonyme d'aller en grève. Le fait de ne pas déposer de préavis de grève aussi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grève. Parce que la dernière grève du SAES s'est faite sur la base, pas sur la base d'un préavis de grève. Donc, aujourd'hui, moi, ces dépôts de préavis de grève ne veut pas dire qu'il y a une rupture dans le dialogue. En tout cas, avec le SAES, nous sommes en train de travailler. À ce moment-là même, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on est en train de lisser les textes qui font l'objet d'une revendication. Justement, le président de la République, le président de la République vous a interpellé en Conseil des ministres. D'abord, pour l'ensemble du gouvernement, il demande à ce qu'il y ait des rencontres avec les syndicats tous les trimestres. Mais vous concernant, il parle des décrets d'application de la loi d'orientation sur les universités publiques. Oui, il y a la loi d'orientation sur la gouvernance qu'il appelle la loi d'orientation, qui a été votée avant que je ne sois ministre de l'Enseignement supérieur. Quand je suis arrivé, le premier décret d'application a été voté le 20 avril 2020. Quand je suis ministre, nous avons négocié avec le SAES, nous avons fait voter ce décret qui le concerne. Il s'agissait maintenant, pour ce qui concerne le gouvernement et le ministre de l'Enseignement supérieur, de signer quelques arrêtés. Mais ces arrêtés ne pouvaient pas être signés avant qu'on ne vote les textes qui émanaient des universités, parce qu'il a été retenu que chaque université vote un texte sur la gouvernance des universités. Et la décision a été prise parce qu'il fallait impliquer l'académique. Et comme vous le savez, les libertés académiques veulent que ces instances, dès qu'elles sont sollicitées, elles ont leur indépendance et leur timing. Donc ça ne dépendait plus du ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu
ça a traîné. Depuis le 20 avril, ça a traîné, effectivement, mais ce n'est pas de la responsabilité du ministre de l'Enseignement supérieur. Dans nos échanges avec le SAES, il m'a été demandé de donner des instructions aux recteurs, de faire voter par les assemblées des universités ces textes. J'ai répondu dans un premier temps au SAES, au Bureau national du SAES, en leur disant que, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, il ne me revenait pas de donner des instructions aux instances académiques. Et ça, tous les enseignants qui m'écoutent savent que je n'en ai pas le droit. Ils m'ont demandé, en tout cas, lors d'une réunion de task force qu'on organise régulièrement, le secrétaire général du SAES m'a demandé de donner de demander au recteur de diligenter. Ce que j'ai eu à faire, et on s'était entendu, et ça, il m'écoute, qu'une fois que je me suis prononcé, que j'ai demandé aux recteurs de diligenter, il leur revenait à eux, dans les universités, de se battre, parce que c'était des questions internes aux universités, de se battre pour que les textes nous parviennent. Les textes nous sont parvenus, les premiers textes nous sont parvenus au mois de mars 2021. Nous les avons transmis au secrétariat général du gouvernement. Mais les retours que nous avons eus ont démontré qu'il y avait beaucoup de rectifications à faire, beaucoup de corrections à faire. Nous avons, par la suite, après le dépôt de préavis de grève d'ailleurs, discuté avec le secrétaire général et on a convenu de mettre en place une commission entre le ministre de l'Enseignement supérieur, le SAES et les dirigeants des différentes universités pour peaufiner ces textes. Ce qui se déroule actuellement, régulièrement, nous avons terminé le toilettage de 4 textes d'université. Nous allons donc terminer d'ici une semaine le toilettage de tous les textes, parce que les derniers textes ne sont pas venus il n'y a pas 2 semaines. Oui. Nous allons déposer sur la table du gouvernement, des instructions étant données par le gouvernement, par le président de la République. Je pense que nous allons, normalement, d'ici la fin du mois, finaliser la signature de ces décrets. D'ici fin mai, les décrets d'application seront disponibles. Oui, d'ici fin mai. C'est un engagement ferme. Oui, d'ici fin mai, avec le respect des procédures, les textes devraient être votés. Mais il n'y a pas d'enjeu, étant entendu que le président et le gouvernement, il n'y a pas d'enjeu, on a voté la loi cadre, on a voté le décret d'application pour l'élection des recteurs et la gestion globale des universités. Non, il n'y a pas d'enjeu. Très bien. Alors, sur ces textes-là, il n'y a pas d'enjeu. Il y a quand même des revendications sur la table, pour le SAES comme pour le Sud-Est. Pour le SAES, respect des engagements, infrastructures, gouvernance des universités, mobilisation des ressources budgétaires, absence d'évaluation de la plateforme revendicative. Le Sud-Est parle de non-satisfaction depuis 2013, les infrastructures académiques qui reviennent, le recrutement de personnel enseignant, 500 enseignants-chercheurs par an pendant 10 ans pour atteindre la norme UNESCO qui est de 3316 enseignants. Quelle réponse pouvez-vous donner à ces revendications qui sont nombreuses? Oui, en prenant tous les gants, vraiment tous les gants, pour ne pas laisser apparaître un comportement qui remettrait en cause les libertés syndicales. Les 2 plateformes du SAES et du Sud-Est sur la question des textes sont contradictoires. Les textes ont été élaborés sur la base d'un consensus national après la concertation nationale sur l'enseignement supérieur organisée en 2013, un large débat. Le SAES en a fait une revendication aussi et a négocié fondamentalement avec le gouvernement et allé jusqu'à une grève pour faire adopter ces textes. Donc, on peut dire que l'adoption de ces textes, c'est un large consensus parce que quand même, le SAES est le syndicat majoritaire. Et aujourd'hui, les textes que nous avons reçus et qui seront présentés sur la table du gouvernement, c'est des textes qui ont été adoptés par les instances académiques. Donc, je ne peux pas voir, moi, de plus large consensus sur ces textes-là. Il y a une entente entre le syndicat majoritaire et le gouvernement. Les instances académiques ont adopté ces textes-là de façon démocratique. Donc, la remise en cause de ces textes-là va en contresens d'un consensus national sur l'enseignement supérieur. Ça, je le précise. Donc, cette revendication, à mon avis,
ne peut pas engager le gouvernement, ne peut pas nous engager. Un. Oui. Maintenant, sur les infrastructures, je veux bien, il y a des questions, il y a des problèmes d'infrastructure. Ça, je le dis, nous l'avons constaté. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait le problème de l'UAM qui était à l'arrêt. Oui. Université Amadou Mahtar Mbow, oui. Qui était à l'arrêt. Oui. Il y avait l'université El Hadji Ibrahima Niass, oui. qui ne démarrait pas, les travaux ne démarraient pas. Les travaux ne démarraient pas du tout. C'est ça. Sur ces deux universités, aujourd'hui, on a signé avec une entreprise pour terminer 80% des travaux de l'université Amadou Mahtar Mbow. Quelle entreprise? Je ne gère pas le dossier, mais c'est l'entreprise Soumas. L'entreprise Souma. C'est l'entreprise turque Souma. Souma. Pour un coût, parce qu'au départ, on a parlé de 60 milliards. Aujourd'hui, on en est à combien? Pour Amadou Mahtar Mbow. On en est autour de 25 milliards. 25 milliards. 25 milliards. Attendez, 25 milliards. Le projet que j'ai trouvé sur la table, le projet que nous avons trouvé sur la table, proposé par le coordinateur des travaux de l'université Amadou Mahtar Mbow, que nous avons évalué à 100 milliards. Nous avons réuni les instances académiques de l'université Amadou Mahtar Mbow. Nous avons travaillé avec eux, nous avons revu le projet à la baisse. Oui. Pour combien aujourd'hui? On est autour de 25 milliards. De 25 milliards. On est autour de 25 milliards avec un engagement, de finaliser tous les travaux en un an. En un an, c'est-à-dire à partir de quand? À partir de la semaine prochaine. De la semaine prochaine, c'est-à-dire en 2022. Non, en octobre 2021, on livrera la moitié des infrastructures pour que l'université Amadou Mahtar Mbow commence à y travailler. D'accord. Ça, c'est important de le préciser. Oui. On a réduit et on va accélérer. D'accord, mais sauf que 30 milliards auraient été déjà décaissés au bénéfice de la société Marilis BTP de Adama Bictogo, que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui ministre dans le gouvernement ivoirien. Vous le confirmez? Je confirme qu'il y a eu 30 milliards de dépensés avant que je ne sois ministre de l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qu'on en fait? Oui, il y a des infrastructures. L'université n'est pas livrée. Même pas 30% des travaux. Non, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Je ne défends rien du tout. Je ne défends rien du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a constaté qu'il y a un dysfonctionnement réel. On a replié le chantier en main. Le président s'est engagé à faire terminer lui-même les chantiers qu'il a domiciliés au niveau de la présidence de la République. Cela veut dire il faut l'avouer, il y a dans la gestion de ce chantier, un dysfonctionnement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Du point de vue, dès le départ, c'est un projet de 30 milliards, donc ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Le projet initial, c'était un engagement du gouvernement de 30 milliards de construire les infrastructures de Amadou Mahtar Mbow. Le président a posé la première paire sur cette base. Très bien. Le gouvernement a sorti les 30 milliards qui ont été engagé intégralement par le ministre de l'Enseignement supérieur. D'accord. Et les travaux on n'a pas terminé. Qu'allez-vous faire aujourd'hui par rapport à ces dysfonctionnements, mais vis-à-vis également de la société Marilis BTP? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? Non, je pose la question. Oui, je vous ai dit la situation. Cette situation sera gérée nécessairement comme il se doit. Et les responsabilités seront situées. Mais ce que je veux préciser, les poursuites ne sont pas exclues. Non, on verra ce qui se passera. Ce que je veux préciser... Oui, mais c'est quand même l'argent du contribuable, monsieur le ministre. 30 milliards, ce n'est pas rien. Non, Mamoudou, j'ai dit le projet. Écoutez, je n'ai pas dit autre chose que le projet était de 30 milliards au départ. Le gouvernement a donné son engagement de 30 milliards. C'est ça. Mais à la fin, le projet était un projet de 100 milliards. Oui. Vous voyez le problème? Le problème, cela veut dire qu'on a mis 30 milliards sur un projet qui était considéré au départ comme un projet de 30 milliards. Mais quand on a mis les 30 milliards ont été engloutis dans un projet de 100 milliards. C'est ça la question fondamentale. C'est ça le projet. Et aujourd'hui, pour les travaux que vous allez faire, c'est 25 milliards. Toujours est-il que ces 30 milliards déjà dépensés, plus 25 milliards, cela fait 55 milliards. Mais j'aimerais avoir juste un éclairage, monsieur le ministre. Sur ces 30 milliards,
qu'allez-vous faire concrètement vis-à-vis de la société Marilis BTP, mais vis-à-vis également des dysfonctionnements dont vous avez parlé tout à l'heure? Mamadou, ce que j'ai dit, les dysfonctionnements, on les évaluera le moment venu. Et j'ai dit, il y a un projet géré par un coordinateur et par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui ne sont pas gérés sur la table du gouvernement. J'ai trouvé sur place. Il est arrivé quand moi je suis arrivé sur place, sur beaucoup d'orientations, c'est moi qui les ai mis sur la table la table du gouvernement. Maintenant, c'est des projets, c'est des extensions. Le projet a été géré, on a fait un appel d'offres pour choisir un coordinateur pour construire. C'était une première, c'était une démarche. Et celui-là s'est arrogé peut-être sur la base d'un consensus en interne de fonctionnement des universités, avec le ministère, d'élargir le projet, de l'amener à un projet qui tournait autour de 100 milliards. C'est pourquoi on a eu des difficultés depuis 1 an pour relancer, parce qu'on a vu que le projet qui était sur place, évalué à 100 milliards, ne pouvait pas être financé par le gouvernement pour diverses raisons. C'est pourquoi nous avons travaillé avec les instances académiques et c'est à ce niveau-là que moi, ma responsabilité pleine entière est engagée. C'est dans les débats avec les instances académiques pour redimensionner le projet, avoir un projet tenable et à un coût qui nous permettrait, sur la base de l'analyse de l'état des lieux qu'il y avait, de relancer le projet et de le terminer et de mettre les infrastructures à la disposition de notre système d'enseignement supérieur. Une société qui empoche 30 milliards, qui ne livre pas les travaux, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Et je ne vous ai pas dit qu'il n'a pas livré les travaux. Je lui ai dit qu'il travaillait. travaillait. A arrêté parce qu'il y avait des lenteurs. J'ai dit, Mamoudou, j'ai dit que le projet initial, sur plan, au départ, c'était 30 milliards. Mais en cours de route, le projet était devenu un projet de 100 milliards. Marie-Lise travaille sur la base de ce projet de 100 milliards. Il a reçu 30 milliards. Voilà ce que j'ai dit. Il a reçu 30 milliards. Il ne peut pas terminer le projet. Sans livrer les travaux. Bon, le conseil est là. Il ne peut pas, mais il a fait des travaux. Je ne défends rien du tout. Mais sur les 30 milliards, on ne pouvait pas terminer le projet qui était sur la table. Le conseil est là. Et l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum? Bon, sur le projet de El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, le projet de départ, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. C'était pas... rien n'avait comment. Quand je suis arrivé, j'ai fait démarrer les travaux de Kaffrine et de Fatick. C'était le 1. Nous avons fait démarrer, les travaux ont démarré. Ensuite, avec la Covid et les difficultés que nous avons avec la chute sur les discussions internationales, le projet s'est arrêté, mais là, on a redémarré. Le lot 1, qui est le lot de Kaolack, on va démarrer les travaux dans moins de 2 semaines. D'accord? Donc, sur ces 2 grandes universités, d'ici 1 an, ce sera derrière nous. Très bien. Très bien. Il y a également, sur les infrastructures, l'université Iba Der Thiam de Thiès, le centre médico-social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi il y a l'UVS, l'université virtuelle. Les étudiants n'ont pas toujours démarré. Le problème de l'UVS, c'est que c'est une nouvelle université qui a grandi très vite. Ça, c'est l'occasion pour moi de féliciter le corps enseignant et de féliciter aussi les étudiants qui comprennent, qui collent au projet. Tout le personnel de l'UVS doit être félicité. Mais aussi, c'est une université où le gouvernement du Sénégal a investi beaucoup de moyens. On a construit, il fallait construire dès le départ. On a construit des ENO. On va en recevoir 5 là. On va démarrer la construction de 45 ENO pour finaliser, pour compléter la carte au niveau national. C'est un projet de 60 milliards. On va démarrer, hier, normalement, la banque devait libérer l'avance de démarrage pour que l'entreprise puisse démarrer. Les formalités qu'il faudra régler se feront dans peut-être maximum 15 jours et on démarrera les travaux sur l'étendue du territoire national. Maintenant se pose le problème aujourd'hui au niveau de l'UVS, avec l'orientation importante de Bachelier cette année, de renforcer l'infrastructure numérique.
Là, nous avons dégagé une enveloppe de 1 milliard qui va être normalement payée d'ici 15 jours à l'UVS pour le fonctionnement. Nous allons renforcer, j'ai demandé aux coordonnateurs de l'UVS de me faire parvenir leurs besoins en termes d'infrastructures que nous allons engager et acheter. Ensuite, reste le problème des ordinateurs des étudiants qui fait qu'on a des difficultés pour démarrer. Ce qu'il faut dire, avec la crise de la Covid, aujourd'hui, il y a une pénurie d'ordinateurs au plan international. C'est une pénurie d'ordinateurs au plan international. Des pays comme le Maroc, nous sommes le seul pays africain francophone qui ont des UVS qui vont recevoir des universités virtuelles. Nous sommes le seul pays, y compris le Maroc, qui vont recevoir un lot de 6 000 ordinateurs. Il n'y en a pas. On essaie aujourd'hui, on a démarré très tôt, mais nous sommes en compétition avec les États-Unis, nous sommes en compétition avec l'Europe. L'entrepreneur est parti hier à Dubaï parce qu'il a un contrat aussi d'exclusivité avec HP, ce qui fait qu'il ne peut pas aller acheter ailleurs sans les négociations. Il est parti hier pour Dubaï pour aller chercher 15 000 autres ordinateurs. Et il faut attendre la livraison des ordinateurs pour que les cours puissent démarrer. Oui, non, il y a des possibilités. Moi, j'ai discuté avec... Les cours vont démarrer quand? Les étudiants de l'UVS veulent le savoir. Non, les cours sont... Oui, mais il y en a, oui, mais quand même... Les cours ont démarré, c'est qu'ils n'ont pas encore comment démarrer les cours avec les ordinateurs. Oui. On va en recevoir, d'ici la fin du mois, on va en recevoir 10 000. Très bien. Si on reçoit les 10 000, moi j'ai demandé, on a 15 000 étudiants. 15 000 étudiants à qui on doit donner des ordinateurs. J'ai discuté avec la direction de l'UVS en leur disant que si on a des difficultés pour avoir des ordinateurs, de voir avec les étudiants la possibilité que les étudiants qui n'auront pas d'ordinateur puissent avoir une tablette. On leur donne une tablette cette année et en milieu 2022, on leur donne une deuxième tablette. Si cela est possible, ça permettra de régler les problèmes. Mais dans tous les cas, nous travaillons à avoir suffisamment d'ordinateurs pour que d'ici le 15 juin, tous les étudiants de l'UVS puissent bénéficier de leur ordinateur. Et les discussions que nous avons avec le conseil académique de l'UVS, que j'ai rencontré il y a 10 jours, si d'ici le 15 juin, les ordinateurs sur place, les cours pourront se dérouler normalement et ils termineront l'année dans de bonnes conditions. Le jury du dimanche avec Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il y a quand même cette revendication du Sud-Est, 500 enseignants-chercheurs par an pendant 10 ans pour atteindre la norme UNESCO de 3316 enseignants. C'est possible ? Oui, ce qu'il faut préciser, aujourd'hui, dans nos universités, on a 2400 enseignants du supérieur, 2400. Depuis que le président Macky Sall est venu, on en a créé à peu près, directement par le gouvernement, autour de 400. Les universités en ont créé à peu près aussi autour de 300. Cela veut dire, globalement, on a progressé fondamentalement, fait progresser le nombre d'enseignants de 1700, 1800 à 2400. C'est un effort important. Aujourd'hui, sur la table du gouvernement, le gouvernement s'est engagé à créer 200 postes d'enseignants. Quand on a pris la décision d'orienter tous les bacheliers dans les universités et établissements publics du Sénégal. L'UCSAES a demandé qu'on en crée 400 sur 2 ans. Oui, le Sud-Est 500. 500. C'est quoi le bon nombre alors? Le bon nombre, c'est les moyens. Aujourd'hui, le gouvernement met sur la table 200 et sur les 200, nous avons engagé les recteurs à en créer. À chaque fois que le gouvernement donne un nombre, les recteurs en créent autant. Cela veut dire que
on va aller autour de la création de 350 à 400 Par postes an d'enseignants. ou en... Oui, non, là, franchement... Oui, parler de 500 par an, apparemment, ce n'est pas réaliste pour vous. C'est une revendication syndicale. On les recevra, on leur dira quelles sont les positions du gouvernement sur cette question-là. Le campus N qui serait géré à l'étranger par un ressortissant d'un pays voisin, c'est la déclaration du secrétaire général du SAES. Oui, ce que je peux dire sur Campus N, c'est que Campus N, c'est une plateforme. C'est une plateforme numérique qui permet d'orienter des bacheliers. Oui. Cette plateforme a été créée par l'université, par des enseignants et des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et qui ont mis à la disposition, qui l'ont utilisé et qui ont mis à la disposition du gouvernement, du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est géré à l'étranger par un ressortissant? Non, c'est géré au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur par notre responsable de la direction de l'informatique et des services d'information qui gère les orientations avec la Commission nationale d'orientation. Maintenant, il y a eu qu'au moment où on développait la plateforme, les enseignants avaient travaillé avec des étudiants de l'université Gaston Berger qui ont participé au développement de cet outil. Et quand c'était 2 Mauritaniens qui, par la suite, ont même été recrutés en France pour aider à la création de plateformes similaires. Donc ce que le SAES dit n'est pas totalement faux. Non, ce n'est pas. C'est archi faux de dire que la plateforme est gérée par des étrangers. Non, nous avons des personnes attitrées qui gèrent la plateforme, qui gèrent nos données. Et qui sont des Sénégalais. Et quand il y a... parce qu'on ça fait 2 ans, on est passé d'une orientation qui tournait autour de 30 000 étudiants. Là, on a orienté cette année à peu près 60 000 étudiants. Nous avons demandé le soutien de l'UVS, qui a toujours été là, mais qui s'est déterminé. Ensuite, à des moments bien déterminés, celui qui a développé, c'est comme si on achetait une plateforme en France, celui qui a développé, il aide à trouver des solutions s'il y en a, mais la gestion de la plateforme normale d'orientation se fait au niveau national, ici, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, s'il y a des difficultés, peut-être ils se font aider par quelques gens, mais ce n'est pas dans le processus d'orientation. C'est archi faux que de dire que les orientations sont faites par des étrangers au niveau et à l'étranger. Youssouf Konté, la direction des bourses dit que tout étudiant qui ne s'inscrit pas avant le 20 mai ne pourra pas bénéficier d'une bourse alors que la plateforme est toujours bloquée. N'est-ce pas un paradoxe qui risque de mettre l'huile sur le feu? Oui, vous savez, la question des bourses, il faut prendre ça et les inscriptions. Nous, cette année, on a eu des grèves d'étudiants qui se sont inscrits en décembre 2020 pour l'année académique 2019-2020. Et les bourses de l'année académique 2019-2020 ont été payées intégralement en octobre, début octobre 2020. Eux, ils s'inscrivent en décembre 2020. Ils ont été payés pendant toute la période. Ils avaient eu la bourse. Mais ils avaient eu une bourse de Master 1. Ensuite, ils ont fait leur examen peut-être en fin juin. Ils disent qu'il faut qu'on leur rembourse un rappel, qu'on leur fasse un rappel. Vous considérez que ça, c'est acceptable? Ce n'est pas possible. Maintenant, une décision a été prise en concertation avec les recteurs de fixer dans chaque université la date limite d'inscription. On ne peut pas permettre dans une université qu'on inscrive des étudiants 2 ans après, et en considérant qu'ils ont été inscrits dans l'année N-2. Ce n'est pas acceptable. Faut-il fermer nos universités, monsieur le ministre? Je ne le pense pas. Écoutez, nos universités aussi sont en train de former des diplômés. Certains pensent qu'il faudra fermer et essayer de repartir, oui, c'est pas une repartir sur de nouvelles bases. Ce n'est pas une nouvelle idée.
Nous, quand j'étais jeune enseignant, on s'est battu ici parce qu'il y avait des gens qui considéraient que l'Afrique n'avait pas besoin d'université, telle que l'université Cheikh Anta Diop. Il fallait limiter des formations à Bac+2. Aujourd'hui, ils sont revenus, on nous aide à créer à avoir de grandes universités. Oui. Et nos universités, au plan international, rayonnent. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport au système d'enseignement supérieur du Sénégal. Oui, justement. Il y a des problèmes, il faut qu'on s'ajuste. Parce que le président Macky, quand il est arrivé au pouvoir, il a beaucoup investi dans l'enseignement supérieur. Et pour la première fois, je vois une revendication des enseignants du supérieur, du SAES, se poser sans qu'il y ait une revendication pécuniaire. Il n'y a pas de revendication pécuniaire. Il n'y en a pas. Oui. La revendication, c'est sur les infrastructures, la revendication normale. Le gouvernement s'engage pour le faire. La revendication, c'est sur les textes. D'accord? La revendication, c'est sur la plateforme. Il n'y a pas de revendication pécuniaire. Il demande aussi sur la recherche qu'on travaille beaucoup davantage sur la recherche. Et ils le savent que le gouvernement a mis sur la table. Et là, je l'ai porté et j'en ai parlé au SAES, qu'on a un projet de renforcement de la recherche par les équipements de 52 milliards. Le président en a parlé le 1er mai. Alors, quelle université il nous faut? Des universités populaires ou des universités plutôt d'élite? Non. L'université, déjà, dans nos pays, c'est de l'élitisme. Maintenant, oui. On a le sentiment que c'est devenu populaire. Non, ce n'est pas... Non, il y a une contrainte démographique très forte dans nos pays. Oui. Nous avons plus de 60% de notre jeunesse qui a moins de 20%. Mais justement... Donc, nécessairement, nos universités sont devenues des universités avec le renforcement de nos systèmes éducatifs. Une université où on a des centaines de milliers. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas créer des filières courtes plutôt que de penser professionnel, non, il faut penser qu'il faut amener tout le monde à l'université? Non, c'est la question de l'employabilité de nos diplômés qui se pose. La question de l'employabilité, cela veut dire qu'on forme des diplômés qui, après, ils ont suffisamment de connaissances pour aller trouver un emploi par la professionnalisation. Mon appel, je l'ai renouvelé à plusieurs reprises, c'est d'amener les universités à créer des filières professionnelles en licence, que nos licences, à 80%, soient des licences professionnelles. Très bien. Dernière question avant de parler des questions politiques, puisque vous êtes quand même un homme politique. Les anticipés de philo supprimés, la philo va être organisée comme épreuve dans le cadre de l'examen du baccalauréat général. Qu'est-ce qui motive cette décision? Il n'y a pas d'anticipé de philo, qui fait que c'était les mêmes épreuves qui étaient organisées. En anticipé, ce n'est pas l'anticipé de philo comme on le considère. Non, on organisait les épreuves de philosophie avant l'examen, avant la date reconnue comme étant la date du baccalauréat. On a considéré à des moments bien déterminés pour la gestion des effectifs qui avaient augmenté fondamentalement et où on avait des problèmes de correcteurs en philo, on a considéré qu'il fallait les organiser bien avant. Ça permettrait d'avoir les résultats très rapidement. Mais aujourd'hui, cette question a été gérée pendant plusieurs années par l'Office du bac et les inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Ils ont trouvé un consensus qu'il s'agit de l'inclure pendant la période d'organisation du bac parce que ça a nécessité une mobilisation moins importante de la logistique et ça nous permettrait de faire des économies parce que là aussi, il y a un nombre important de bacheliers à gérer. Les gérer en 2 vagues, ça devenait très difficile. Question destinée à l'homme politique que vous êtes. Vous êtes membre du parti présidentiel, l'APR, et également de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Je commencerai d'abord par l'audit du fichier. L'opposition rejette les conclusions des experts qui ont jugé que le fichier était fiable. Je suis politicien, vous êtes analyste de la situation politique. C'est eux qui ont demandé l'audit du fichier. C'est l'opposition qui a demandé l'audit du fichier. Nous, on a dit qu'on avait un fichier qui n'avait rien à envoyer à aucun fichier dans le monde. Aucun. Nous l'avons dit. Ils ont insisté.
Ils ont choisi même leur auditeur. Le gouvernement ne voulait même pas de... Ils ont choisi, Les conclusions démontrent que le parti au pouvoir et le gouvernement avaient raison. Ils ruent sur les brancards. Le problème, il faut aller au-delà. Mais quand on nous dit que ce fichier est logé en Malaisie... Mamoudou, il faut faire la part des choses. C'est quand même étonnant. Non, il faut faire la part des choses. Oui. Il faut faire la part des choses. Quand on parle aux Sénégalais qui ne comprennent pas les enjeux et quand on se parle entre intellectuels. Aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures performantes. Le fait de le loger en Malaisie, ça ne veut pas dire que nous en perdrons le contrôle. Je ne sais pas si c'est logé en Malaisie, mais le fait de le loger en Malaisie, on ne perd pas le contrôle. Dans l'entendement du commun des mortels, ça pose problème. Question de souveraineté. Non. La preuve, on n'a pas le fichier de la Malaisie au Sénégal. Hein. Non, on n'a pas le fichier aussi du Sénégal en Malaisie. Ah oui? On ne l'a pas. Peut-être que dans certains dispositifs informatiques, il peut y avoir que nous avons le soutien de quelques pays marocains, mais le fichier est géré intégralement par le ministère de l'Intérieur et par le personnel du ministère de l'Intérieur, exclusivement par le personnel du ministère de l'Intérieur. Exclusivement, je dis. Oui. Et s'il y a une question de souveraineté à ce niveau-là, allons voir ailleurs. Oui, et vous considérez, vous, en tant que pouvoir, que les remarques de l'opposition ne sont pas recevables? Les remarques de l'opposition en termes de fiabilité du fichier ne sont pas recevables. Toute revendication qui va dans le sens de remettre en cause la fiabilité du système, les auditeurs l'ont dit, qu'ils se sont choisis, qu'ils ont décidé de le faire, ont montré que le fichier est fiable. Et la fiabilité inclut donc que le fichier est exclusivement géré par les personnes compétentes. Mais le parrainage, la Cour de justice de la CEDEAO qui demande sa suppression dans un délai de 6 mois. Mamoudou, il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Nous sommes le pays le plus démocratique, nous sommes une grande démocratie dans le monde. Dans l'espace CEDEAO, on n'a aucune leçon à prendre de qui que ce soit. Oui, mais attendez, laissez-moi terminer, Mamoudou. On n'en a pas. Oui, c'est une juridiction communautaire. Oui, attendez. Reconnue par le Sénégal. Attendez. Oui. Attendez, je vais y arriver. Hein. Oui. Je vais y arriver. Je pense que dans le domaine de l'organisation des élections, de la gestion des élections, nos juridictions nationales sont très compétentes. N'ont rien à envier à des juridictions, même si elles sont internationales, que nous reconnaissons d'ailleurs. Ensuite, ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région ne pourrait pas se passer ici au Sénégal. Le parrainage, c'est un système démocratique. Dans tous les pays du monde, il y a un système de parrainage. Dans tous les pays du monde. Ici au Sénégal, quand on a voulu faire le parrainage, on avait la possibilité de faire comme ça se fait partout ailleurs en allant demander le parrainage des grands électeurs. Les gens ont considéré que ce n'était pas démocratique. C'était moins démocratique que d'aller avoir le parrainage direct des populations. Parce que si on demandait le parrainage des grands électeurs, cela veut dire que des maires, de ceux qui ont des mandats, l'intégralité de ces personnes était du camp du pouvoir. Ils ont opté pour qu'on aille vers un parrainage beaucoup plus démocratique. Et je ne vois pas un parrainage beaucoup plus démocratique que d'aller directement dans un système à suffrage universel, d'aller vers les électeurs. Les électeurs ont organisé. Et se poser le parrainage, quand on l'organisait, c'est à une période où se posait la nécessité de limiter le nombre de candidats et le nombre de partis. Écoutez, ce qu'ils veulent, ceux qui veulent que l'on laisse faire, que pour aller aux élections aussi, que les gens aient la liberté de venir poser leur candidature et qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus organiser, ce n'est pas acceptable. Autrement dit, vous n'êtes pas favorable à la suppression du parrainage, malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Le débat s'est posé, mais moi je considère que nous avons un système qui est un système national
Et nous avons que, on se défendra, hein, le Sénégal respectera la loi, respectera la loi, mais la loi, oui, la décision dit qu'il faut supprimer. Non, cette décision-là, c'est pas une décision normale. Ah oui? Non, elle n'est pas juste, parce que ce que l'on fait au Sénégal, si on l'interdit au Sénégal, on devait l'interdire partout ailleurs. Pourquoi on l'interdit au Sénégal et la Cour de justice a les moyens de s'autosaisir pour interdire le parrainage dans tous les pays de la CEDEAO, une fois que le problème s'est posé. Oui. Pourquoi on veut dire au Sénégal, on interdit et on laisse au Bénin, on laisse en Côte d'Ivoire, on laisse partout le parrainage se faire et on nous dit nous au Sénégal. Non, nous considère que ce n'est pas acceptable. Oui. Si on supprime le parrainage, ils n'ont qu'à aller se prononcer sur le truc. Maintenant, il faudrait que nous, Sénégalais, qu'on se respecte nous-mêmes et qu'on se fasse respecter à l'étranger. Vous savez, le problème qu'il faudra, c'est à chaque fois qu'il y a un problème national, aussi, au lieu de trouver des solutions à l'interne, les gens extériorisent et essaient de régler les problèmes du Sénégal à l'étranger. Est-ce que là, il y a la démocratie? Est-ce que le pouvoir serait autiste? Non, nous sommes dans un système démocratique, Mamoudou. On a vu ici, le président a été élu de façon légitime. Le président a été élu, il a la légitimité du suffrage universel. Mais on a vu ici des gens se réveiller, demander à ce qu'on lui prenne le pouvoir. Où est la CEDEAO dans tout cela? Ces gens... Quand les rapports de force... Où est-ce qu'on est? Quand les rapports de force au plan national sont à la faveur d'un camp, dans le respect du fonctionnement démocratique de notre pays, je pense que le Sénégal ne doit pas accepter que ceux qui sont minoritaires puissent aujourd'hui entacher l'image de notre pays. Qui sont ces gens? Ceux qui ont l'habitude à chaque fois que les choses se passent à leur défaveur et qui considèrent qu'ils doivent arriver au pouvoir en ne respectant pas le fonctionnement démocratique de notre pays. Ils vont se faire aider par des puissances à l'étranger. Ces gens-là, moi, je les condamne. Et je condamne en même temps tous ceux qui les soutiennent. Soyez plus précis, Monsieur le ministre. Vous faites allusion aux récents événements qui se sont passés au Sénégal, les émeutes du mois de mars. Regardons les émeutes du mois de mars. Oui. Prenons, discutons des émeutes du mois de mars. Un jeune, et il faut qu'on se précise, un jeune impertinent, encadré, et il faut le dire, encadré par des gens qui n'ont rien de démocratique. D'autres forces salafistes, que j'ai dit, qu'il encadre, dans son entourage, vous les voyez, ils sont fréquents. Il n'y croit même pas. Il ne croit même pas à l'islam. Parce que aller suite Boti, le soir, et dire qu'on a un complot contre toi, ça, il faut oser, il faut être quelqu'un d'impoli pour le dire. Mais je vais en venir pour être beaucoup plus précis. Cette affaire, je croyais qu'elle était déjà Non, elle est déjà... passée. Non, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis... Même si la justice a été... C'est vous qui avez ramené... C'est vous qui avez ramené... Parce que je voulais que vous soyez plus précis. Oui, je vais être précis. Oui. Je vais être précis, Mamoudou. Je vais être très précis. J'ai dit, nous sommes dans un pays où le président est élu de façon démocratique, où des gens se réveillent, disent qu'ils sont contre la démocratie, qu'ils sont contre la volonté populaire, appellent à des soulèvements populaires, sur la base d'un partenariat qu'ils font avec des gens qui ne croient pas à notre démocratie. C'est ce que je dis, qui n'y croient pas du tout. On a vu leur cursus. Ils sont là depuis plus de 50 ans. Ils ont échoué à chaque fois dans leur ambition de mener le Sénégal vers des lendemains qui ne sont pas certains et que le Sénégal a refusé. Ils font une coalition avec un jeune impertinent. Bu nga xam ne li ko dal mooy li wala fi wax xale bu yaradi ko loo yore da nga koy bàyyi mu root beneen xale bu yaru for ko, ce qui lui est arrivé aujourd'hui parce que aujourd'hui. Qui est ce jeune? Oui, c'est vous qui l'avez. Il y en a des millions de jeunes au Sénégal. C'est le Sonko. Je parle de Sonko, bien sûr. Alors, permettez, parce que nous sommes à la fin de cette émission, le redécoupage administratif de la région de Dakar fait également des remous, avec même des manifestations du côté de Bambilor, qui n'est pas du tout d'accord que des villages soient enlevés de son giron pour être
comment dirais-je, affecté à la commune de Sangalkam. Est-ce que le pouvoir avait encore besoin de cette tension? Vous savez, quand on veut faire du neuf, il y a toujours des tensions. Oui, mais ce redécoupage-là, Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui le motive? Ce n'est pas des visées électoralistes, politiciennes? Si vous le voyez, vous me le dites. Moi, non, je pose la question. Non, je ne pense pas qu'il y ait des visées électoralistes, parce que nous sommes dans un système démocratique. Le système démocratique, c'est chacun a une carte. Tous les électeurs ont le même poids. Nous savons que ce n'est pas par des redécoupages qu'on va transférer les électeurs, non, qu'on va changer les opinions des électeurs. Non, nous sommes dans un... Ce n'est pas le découpage qui détermine la majorité dans ce pays-là. Qu'il habite Sandaga, qu'il habite à Ndioum ou dans le Matam, l'électeur a le même poids. Les électeurs ont le même poids. Donc, ce n'est pas un redécoupage. Le redécoupage, c'est dans une session rapprochée des populations. On gère en se rapprochant des populations. Maintenant, on ne peut pas reprocher à un gouvernement de prendre des décisions. Toute nouvelle décision peut conduire à des tensions. Maintenant, on jugera le gouvernement dans sa capacité à écouter les uns et les autres et à prendre les décisions qu'il faut. Autrement dit, il y a une possibilité de revenir sur le... Oui, mais le fait d'exposer le projet, c'est une volonté réellement de poser le débat. Le débat est posé. Je ne pense pas qu'il s'agit d'être violent. Si on a la vérité avec soi, on n'a pas besoin d'être violent parce que ça n'a pas été voté. On a posé sur la table pour que les discussions se fassent. D'accord? On va prendre en compte les revendications et les préoccupations de tout le monde et en toute liberté parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui gérons le pays. Nous ne tiendrons pas compte des préoccupations électoralistes. Est-ce que ce n'est pas les gens qui crient sur les brancards qui ont des positions électoralistes? Très bien, on verra. Merci, Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il était l'invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, justement pour imedia.sn, Babacar Fall pour le texte, Pape Doudou Diallo à la photo, réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatimata Ba. Merci à toute l'équipe de réalisation, notamment Babacar Ndiaye, Iba Marsen. Bon dimanche, bonne fête de Korité, rendez-vous dimanche prochain.